Bienvenue dans ce nouvel épisode des entrevues inspirantes. Aujourd'hui, je reçois Swazik Bruno. Bonjour Swazik. Voilà, aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Swazik dans cette entrevue inspirante. Et voilà, j'ai rencontré Swazik en 2021. Mais en fait, avant ça, avant de la rencontrer en vrai, je dirais, Swazik, en fait, j'étais abonnée à ta newsletter. Voilà, j'avais à un moment donné cherché une coach, alors pas spécialement pour moi, mais c'était pour mon fils. Et en faisant une recherche en local sur Brest, je suis tombée sur ton nom, sur ton site, que j'ai trouvé très inspirant. Voilà. Et je me suis donc abonnée à ta newsletter. Et j'ai reçu en plus ton cahier d'exercices. J'ai perdu ma boussole. Mhm. Et donc, je suivais ta newsletter. Je suis toujours abonnée à ta newsletter. Et au moment où moi, je me suis lancée dans mon activité professionnelle, donc dans ma reconversion, parce que ça, on en parlera, donc les personnes que tu accompagnes, mais donc quand je me suis lancée totalement dans ma reconversion, j'étais, je donnais en fait des ateliers collectifs au lieu des possibles tenus par Anne Abivin à Brest. Et Anne me propose un jour de participer à un atelier pour booster un peu son entreprise. Et comme moi, j'étais voilà, en plein démarrage, bah, je répondais toujours positivement à ce genre de propositions. Et j'ai dit oui à Anne, et c'était un mercredi matin, je me rappelle très bien, fin d'année. Et je ne savais pas que c'était toi. Donc je rentre dans la salle au lieu des possibles et je te reconnais. Voilà, tout de suite, je te reconnais. Et j'ai dit, waouh, c'est Swazik Bruno. Et en fait, c'était juste, moi, j'étais toute contente, en fait, de te rencontrer parce que, voilà, c'était un peu comme, ouais, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux, newsletter, et voilà, que je la rencontre en vrai, c'était génial, quoi. Déjà c'était génial pour moi. On a passé cette matinée ensemble, en plus à préparer, c'était ce que tu nous avais proposé, c'était préparer l'année 2022, donc voilà, un atelier dans ce sens. Et ensuite, tu nous as à chacune, on était quatre, proposé d'intégrer le mastermind. Donc le mastermind, le cercle vertueux. C'est Et moi, ça. j'ai dit oui. Donc j'ai intégré le mastermind, le cercle vertueux en janvier 2022. Et 3 ans après, ben, j'y suis toujours. Voilà. Voilà comment je t'ai C'est ça. rencontrée et comment, en Et fait, je me souviens effectivement ouais, de ce moment où tu es arrivé, où tu m'as dit ah, mais c'est toi! Je dis oui, bah oui. Oui, effectivement, je m'en souviens. c'était un peu comme une fan qui rencontre son idole, hein. Ça faisait un petit peu ça, mais voilà, c'était Ouais, cette ça fait émotion-là. toujours un peu bizarre parce que bon, ouais, ouais. Mais en tout cas, bah merci de ta fidélité. Puis, tu vois, je découvre effectivement le parcours. Il y a eu cette rencontre, mais ouais, j'avais pas l'avant, donc bah Oui, merci en tout cas de ta fidélité, oui, voilà. Catherine. Voilà, et moi je suis donc toujours dans ce mastermind, le cercle vertueux, parce qu'il soutient le développement de mon activité, de mon entreprise. Et ce que j'aime beaucoup, et ensuite, soit si que je te laisse la parole, mais je te laisserai te présenter, mais pourquoi tu es aussi, je dirais, dans ma vie professionnelle et pourquoi tu comptes beaucoup, parce que même si moi, en fait, je suis dans tout ce qui est développement spirituel, tu as aussi cette approche-là, ce contact avec l'invisible, hein, comme tu dis. Et dans le mastermind, le cercle vertueux, alors qu'on nous sommes des entrepreneurs très variés, très diversifiés, dans des activités voilà, très diversifiées, et donc, les autres collègues ne sont pas forcément dans le spirituel, mais je suis accueillie, moi, avec bienveillance dans tout, je dirais, tout ce qui fait ma nature. Et j'aime beaucoup ça, et je sais que c'est quelque chose aussi que tu as à cœur, toi, d'entretenir et de maintenir. Voilà. Alors, ma première question, pour évidemment les Alors personnes déjà, qui... je voulais te dire merci. Je suis très touchée par ça ouais, vraiment, vraiment très touchée. Merci beaucoup, Catherine. Hmm. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, et peut-être pour celles et ceux qui te connaissent déjà, mais comment aujourd'hui tu te présentes?
Alors, il y a un terme qui existe qui s'appelle slasheuse. Alors, je ne sais pas si je suis une slasheuse, mais en tout cas, je pense que je suis quelqu'un qui aime exprimer ses talents de différentes manières et qui met surtout ses talents au service de sa mission. Et donc, j'aime bien me présenter, bon, tu le sais, hein, c'est comme ça que je signe ma newsletter, comme guide en spéléologie intérieure. Mm. Donc, c'est vrai que cette approche-là qui m'est venue un jour, qui amène cet imaginaire de se dire que notre intériorité, c'est un peu comme une grotte qu'on va visiter, pas suffisamment souvent, parce que finalement, un peu comme si on allait dans les tréfonds de la Terre, on a toujours peur de trouver dans un Mm. petit tunnel, tu vois, des choses qui nous font peur. On a peur de mettre la main et d'avoir des bêtes qui nous montent dessus, tu vois. Et en même temps, c'est aussi dans cette Mm. intériorité-là qu'on découvre surtout des belles pépites qui sont cachées dans des recoins. Et cette image-là, elle est très métaphorique et en même temps, je pense qu'elle parle à tout le monde. Et elle est très riche, en fait, de symboles. Donc, effectivement, si je devais me présenter pour résumer vraiment, je dirais que, bah oui, j'accompagne les gens dans leur spéléologie intérieure. Mm. C'est intéressant parce que je pense que c'est là où on se retrouve aussi un petit peu toutes les deux. Parce que moi, en fait, mon parallèle à moi, c'est la mer. Et j'emmène les gens à plonger dans les profondeurs. Donc, les Mm. profondeurs de l'océan, là, on croit que tout est noir et que c'est mort de vie, alors que c'est très riche de vie, justement. Et que c'est quand on plonge dans ces profondeurs, donc les profondeurs de la mer, nous amènent dans les profondeurs de l'âme. Voilà, l'âme, mer. Voilà, et on y trouve en fait toute notre lumière, notre richesse, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est très, ce sont des beaux symboles en tout cas. Mm. Hmm. Alors, comment tu en es arrivé là? Moi, j'aime beaucoup en fait que les personnes partagent leur parcours parce que ça peut rentrer en résonance avec les personnes Bien sûr. qui écoutent et montrer que c'est tout un cheminement qui nous amène là où on en est aujourd'hui et qui nous emmène, en fait, je dirais, comme tu disais, sur notre mission de cœur, on va dire, et on passe par différentes étapes qui sont elles aussi tout à fait riches. Moi, je dis le parcours, il n'est pas à renier, au contraire, hein, c'est montrer que tout le chemin nous amène là où on est aujourd'hui. Mais du coup, toi, quel a été ton Ouais. parcours? Hmm. Alors, mon parcours, alors si je démarre vraiment petite, on va dire que l'anecdote dont je me souviens peut-être quand j'étais vraiment petite, j'avais quoi, peut-être ouais, 5-6 ans, c'est que j'étais persuadée d'être une extraterrestre. Je me sentais tellement décalée, en fait, j'avais l'impression de voir le monde un peu différemment des gens, des enfants de mon âge, de me poser des questions, en fait, qui avaient l'air voilà, de passer au-dessus de la tête des autres, et puis surtout une sensibilité à capter des choses comme ça, les émotions, et d'être très sensible effectivement à l'impact que je pouvais avoir sur les autres, comment ils réagissaient, et tout ça, ça me perturbait beaucoup. Et surtout, je me trouvais décalée par rapport à mes parents qui avaient qui pouvaient avoir des attentes, comme tous parents. Hein, c'était pas des attentes complètement impressionnantes. Hein, ils m'ont jamais mis de pression, quoi que ce soit. Mais qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, euh, je ne suis pas, je peux pas être l'enfant de mes parents. J'étais vraiment persuadée de ça. Et je me rappelle un soir être arrivée dans ma chambre en me disant, bon, je peux pas leur annoncer comme ça que j'ai compris que j'étais pas leur enfant, quoi. Donc je suis une extraterrestre, donc bien sûr, on m'a mis là. Et il faut juste que je leur fasse comprendre et qu'ils comprennent que j'ai compris. Donc j'étais déjà, tu vois, en train de créer le truc. Et donc je suis arrivée dans cette chambre et le soir, j'ai commencé à faire, je suis de la planète. Et puis j'ai inventé un truc en faisant l'extraterrestre. Alors au début, comme j'étais assez facétieuse, mes parents ont ri. Et puis au bout d'un moment, comme j'insistais quand même lourdement, parce que je me dis, bon, il va falloir qu'ils comprennent que c'est pas juste une plaisanterie, quoi. C'était quand même quelque chose de sérieux. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, bon, allez, sois-y que c'est bon, ça suffit, on a bien rigolé, maintenant tu vas te coucher. Et là, je me suis dit, bon, bah, définitivement, il va falloir que j'accepte que je ne suis pas apparemment vue d'ailleurs. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu une espèce de, ouais, je sais pas, c'est assez bizarre. Je saurais pas expliquer en fait euh, ce qui s'est passé, mais je pense que c'est un peu une forme de résignation, tu vois, de se dire bon bah il va falloir faire avec ça, quoi. C'est-à-dire je vais devoir faire avec moi dans ce monde-là. Et donc voilà. Et après j'ai continué donc ma vie. J'étais une petite fille très vivante, très joyeuse. Là, j'ai une photo de moi, tiens, c'est rigolo parce que j'ai une photo de moi, tu vois, quand j'étais petite là, comme ça, avec mon chat. Et puis, bon, j'ai suivi une scolarité, j'étais bonne élève, très curieuse d'apprendre, etc.
Et puis après, bon, j'étais quand même plutôt bonne élève, mais sans, tu vois, j'étais pas tête de classe, je faisais pas des merveilles. Et donc après, j'ai suivi des études en communication. Je suis partie, j'ai eu des problématiques, j'avais des problématiques aussi de relationnel avec ma maman, qui voilà, m'ont fait aussi partir à un moment donné en Angleterre pendant un an. J'étais jeune fille au père là-bas. Et puis je suis revenue sans trop savoir ce que je voulais. On m'avait un peu dit que ce que j'avais suivi comme chemin, bon, s'il n'y avait pas de débouché, etc. Donc j'étais vraiment dans le truc de, bah, faut que je trouve un métier. Et pour l'anecdote, mais mon papa est artisan et ma mère qui travaillait avec lui nous avait toujours dit ne vous mettez pas votre compte, voilà, soyez salarié, vous serez tranquille. Donc moi j'étais vraiment dans ma tête de faut que je trouve un travail salarié, etc. Donc j'ai erré après pendant quelques temps, j'ai été night auditor trilingue, j'ai été serveuse en crêperie, enfin, j'ai fait tout un tas de métiers. Après j'ai vendu du picon-bière dans les bars, j'ai aussi vendu des encyclopédies en porte-à-porte pendant plusieurs mois. Et puis petit à petit, ben, j'ai retrouvé mon chemin de la communication qui était mon chemin de base et j'ai mon dernier emploi salarié, donc j'ai été chargée de communication pendant 17 ans dans une entreprise de la région. Et donc, on va dire que et à ce moment-là, bah, au même moment, je me suis mariée, j'ai eu deux enfants. Alors, deux enfants avec des problématiques particulières aussi, puisque ils ont été détectés, ils sont porteurs d'autisme en Asperger, donc ça a aussi un peu, déjà, ça a quand même beaucoup impacté mon chemin, parce qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que bah, le regard que les gens portaient sur mes enfants aussi, et que leur particularité faisait que moi, bah, je devais aussi apprendre à m'adapter à leurs particularités et je devais aussi faire avec un monde qui était un peu hostile aussi vis-à-vis d'eux. Donc ça a aussi participé à moi me faire grandir là-dedans. Et donc au bout de quelques années, donc bah, j'ai eu une séparation au moment où dans ma vie professionnelle j'avais des problématiques, je m'ennuyais. Donc j'ai fait une première dépression, on va dire à ce moment-là, entre ma rupture plus le mal-être au travail. Et à ce moment-là, je me suis dit, écoute, c'est pas, il va falloir que tu fasses le ménage entre guillemets. Tu peux pas continuer comme ça parce que maintenant tu veux quoi? Finalement, maintenant ça y est, t'as plus de couple, bon, t'as tes enfants, c'est super, ton boulot ça va plus, mais maintenant, avant de se dire, ouais, je pars dans autre chose, fais le point sur toi, quoi. Et donc ça a été vraiment ce moment où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à moi, parce que j'étais consciente qu'il y avait des choses que je faisais plus pour faire plaisir, que j'allais à l'encontre de choses dont j'avais vraiment envie. Je sentais que j'étais un peu le pied sur le frein à chaque fois, en permanence, voilà, pour pas déranger, par peur, etc. Et donc j'ai découvert la PNL. Ça a été vraiment un grand avant et après. Et je dis souvent que j'ai découvert la PNL et que le premier truc que j'ai compris en PNL, c'est qu'on pouvait pas changer les autres. Et là, ça a été une révélation. Je me dis, quoi? Moi, je croyais qu'à force de répéter, tu sais, les gens, ils allaient comprendre. Mm. Donc, entre guillemets, que ma vision et que ma façon de voir, elle était forcément la bonne et que bah, il fallait juste leur répéter qu'au bout d'un moment, ils allaient comprendre. Donc, déjà, pour moi, ça a été vraiment une révélation de me dire, ah ouais, le monde, en fait, c'est pas tout à fait comme moi, je l'avais construit dans ma tête, en lien avec ben, l'éducation que j'ai eue, en lien avec ce que j'ai pu voir autour de moi. Et puis à partir de là, bah, j'ai fait plusieurs années donc ces cours en PNL. Et puis petit à petit, ben, j'ai commencé à progresser. Donc j'ai fait ma formation de coaching en 2015, donc pour toujours en parallèle de ma vie professionnelle salariée. Et sauf que quand j'ai eu mon diplôme de coach, je me suis dit ben comment je fais? Parce que à la fois ben, j'étais seule avec mes enfants, donc je me voyais pas tout larguer comme ça. L'entrepreneuriat, moi, c'est pas un truc qui m'avait, enfin que j'avais construit dans ma tête non plus, donc je me sentais pas forcément habitée et tout au moins appelée par ça. Donc j'ai commencé j'ai fait un bilan de compte, donc j'ai fait un bore-out en 2016 parce que j'avais pas les réponses comme ça et j'étais encore beaucoup le pied sur le frein dans mon boulot. Donc j'ai fait de nouveau un bore-out, j'ai eu 5 mois d'arrêt où j'étais vraiment HS sur mon canapé. Et puis, j'ai fait un bilan de compétences. Et alors, c'est là où ça va te parler aussi, Catherine, de voir que la vie est bien faite et que l'univers nous conspire pour nous. Suite à cette formation, enfin à ce bilan de compétences, je devais faire une formation. Donc, je m'étais inscrite à une première formation qui devait avoir lieu, je crois, je sais pas, vers le mois de septembre ou quelque chose comme ça. Et la formation, et donc j'étais inscrite, et finalement la formation est annulée faute de participants. Donc je retourne voir la personne avec qui je faisais le bilan de compétences et je lui demande, mais je dis bon, voilà, je lui explique la situation. Elle me dit ah oui, mais
en même temps vous seriez ennuyé. Prenez un truc balèze, machin. Donc je trouve une autre formation qui était à Paris, Paris-Sorbonne, un truc dans la facilitation. Donc là, pour le coup, je ne pouvais pas du tout financer. Donc je fais un dossier FONGECIF que mon employeur accepte, mais que FONGECIF me refuse. Ok. Donc je me dis, bon, je vais trouver une autre formation. Donc je trouve une autre formation là financée par le CPF. Date de démarrage, mars. Et là, la formation est reculée de 3 mois, elle est décalée de 3 mois en fait. Donc c'était plus en mars, c'était en juin. Je me dis, moi, décidément. Et là, en mois de mars, je reçois un mail de la part de David Lefrançois, qui est je ne sais pas si tu connais, qui est un chercheur en neurosciences, hein, qui est coach aussi, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube, que je suivais ponctuellement, mais j'étais pas, voilà, je n'ouvrais pas ses newsletters à chaque fois. Et là, j'ouvre sa newsletter et il annonçait en fait, il faisait une promotion pour une formation qui s'appelle l'Académie Zéro Limite, qui est la formation de Martin Latulippe, qui est un coach et conférencier québécois. Et donc j'ai cliqué dessus. Et quand j'ai vu la première vidéo, alors là, ça a été une espèce de résonance, tu vois, vraiment d'appel du cœur, quoi. Tout ce que j'avais avant, c'est-à-dire les formations, c'était vraiment plus dans la tête, il faut construire un plan. Et là, ça vibre à l'intérieur. Alors, c'était pas du tout une formation, bien sûr, que je pouvais faire financer. Il fallait que je la finance. Mais c'était tellement puissant cet appel en fait que cet homme-là, d'un coup, il y avait quelque chose qui faisait que bah, ses valeurs me parlaient, ce qu'il proposait me parlait, et je me disais c'est ça que je veux faire en fait. Et donc j'ai signé, donc j'ai été dans les premiers à signer et je suis rentrée dans sa formation. Et donc ça c'était au mois de mars et au mois de janvier en fait je quittais mon entreprise, j'avais donné ma rupture conventionnelle et je quittais mon entreprise parce que j'ai appris à travers ça, bah, développer ma confiance. J'avais un plan, c'est-à-dire que j'ai commencé à mettre les premiers pas pour pouvoir structurer mon activité, notamment sur le web. Et j'ai démarré comme ça. Et voilà, donc ça c'était en donc 2019, puisque j'ai quitté mon entreprise en 2019. Donc voilà le background un petit peu, et puis bah, après, bah, tu sais, un petit peu c'est des petites pierres après qui se rajoutent, et puis toujours, moi ce que j'aime c'est toujours apprendre vraiment à écouter ce qui vibre en moi, ce que j'ai envie d'exprimer et aller au bout de ça, quoi. Se donner l'opportunité de tester et puis de pas se laisser freiner par ses peurs, en fait. D'arriver à traverser ça. Et alors, comment tu en es venue à la spéléologie intérieure, justement? Comment, parce que ça, c'est vraiment ta marque, hein, comme tu nous l'as dit au démarrage de cette entrevue. Et donc, comment elle a émergé, cette spéléologie intérieure? Alors, comment elle a émergé? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est venu. Je ne me souviens pas. Euh, c'est un jour où j'ai eu effectivement cette image qui est arrivée de spéléologie intérieure. Et j'ai trouvé que ça faisait tellement sens en fait avec ce que je faisais, avec ce que je découvrais, moi ce que j'avais découvert de moi, parce que c'est vraiment ce parcours que j'ai fait avec moi-même sur à chaque fois que j'allais dans une zone où je sentais de l'inconfort, où et je me disais mais là il y a un truc, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu dois aller regarder? Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de ce que tu t'empêches? Qu'est-ce que tu dois t'autoriser à faire? Et je me suis mise effectivement, alors jamais en danger, hein, mais en inconfort parce que je savais qu'il y avait bah, il fallait que j'y aille, quoi. Si je voulais aller plus loin et me débarrasser de ce qui m'encombrait, il fallait que j'y aille, quoi. Hmm. Et la spéléologie intérieure, honnêtement, je ne sais. Je ne sais pas te donner de réponse à cette question. C'est vraiment arrivé comme ça, quoi. Ouais, la question qui vient ensuite, c'est à travers la spéléologie intérieure, qu'est-ce que toi tu souhaites transmettre, peut-être à qui ça s'adresse et au fond de toi, qu'est-ce qui te motive? Alors, euh, alors, moi, ce qui me motive, et ça revient vraiment avec ma mission, moi, ce qui fait vraiment sens pour moi à travers tout ce que je fais, c'est que les gens comprennent qu'on est unique, qu'on a une unicité. Alors qu'on est dans des sociétés où on a tendance à voilà, mettre des gens dans des cases, à croire que voilà, il n'y a qu'une façon de voir les choses, ou on est dans un monde aussi très polaire, hein, c'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est pas bien. Et moi, je crois profondément à l'unicité des personnes. Je crois profondément que il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses. Les défauts, les qualités, ça n'existe pas. C'est juste que on fait des raccourcis et que c'est juste des comportements dans des contextes et qu'en fait le monde il est plein de nuances. Et donc tant qu'on n'est pas conscient de notre unicité, on va pas aller à la bonne place en fait. On va pas honorer sa nature.
Et d'où l'intérêt d'aller vraiment d'abord explorer qui on est pour pouvoir honorer sa nature. Et alors moi j'accompagne beaucoup pour répondre à ta question aussi des gens qui sont dans ces phases de changement. Alors soit des phases de changement, soit que l'environnement les rattrape à un moment donné et les ramène justement à des problématiques qui sont pas allés explorer justement quoi, à justement cette construction d'ego qui nous fait endosser plutôt des rôles plutôt que vraiment d'être en accord avec soi et de se mettre en mouvement pour donner vie en fait à ce qui vit en nous. Et ces personnes-là, bah, justement, elles sont dans des phases de transformation. Donc, c'est soit des gens qui sont carrément en burn-out ou après burn-out, ou des gens qui sont dans des contextes qui les amènent en fait à leurs limites. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être des dirigeants d'entreprise qui finalement se rendent compte qu'ils s'épuisent en fait dans leur fonction, dans leur mission, parce que ils sont enfermés dans un schéma de comportement qui est issu de leur propre cheminement personnel, et que à cause de ce schéma-là, bah, en fait, ils créent autour d'eux un contexte qui les épuise. Donc le truc, c'est que on peut pas il suffit pas de changer les meubles pour être mieux quelque part. Si tu as la maison qui se fissure, on peut pas juste repeindre et puis mettre du papier peint, ça sert à rien en fait, c'est juste reproduire les choses. Il faut vraiment revenir à la base et revenir à la source. Et la spéléologie intérieure, l'idée c'est vraiment de revenir à sa source, à soi. Donc la notion de source, je sais que c'est quelque chose qui t'est cher aussi. Et c'est vraiment d'aller qui je suis en fait. Et d'aller déprogrammer des schémas qu'on a mis en place, qui étaient la plupart du temps d'ailleurs des systèmes de protection par rapport à l'extérieur. Hein. Là, l'ego, il a travaillé, il nous a mis en protection. Et, euh, et l'idée, c'est pas d'aller juger ça non plus, une fois de plus. C'est juste d'aller regarder, d'aller se comprendre, d'aller se dire, d'aller se donner beaucoup d'amour aussi, de se dire, bah, en fait, j'ai fait au mieux dans ces situations-là, j'ai construit ce personnage-là. Mais aujourd'hui, finalement, ce personnage, ça y est, il a fait long feu, il est temps de passer à autre chose, il est temps que d'abandonner peut-être c'est tout ça, quoi. Et pour finir, pour moi, l'humain se trompe d'objectif. Pour moi, l'humain dans la vie se trompe d'objectif parce qu'il court après la reconnaissance. Il court après la notion est-ce que je suis important au monde? C'est-à-dire il va tout faire dans sa vie pour aller courir après est-ce que je suis important? Et on le voit beaucoup dans le travail, notamment, hein, des gens qui courent après la reconnaissance, qu'on font toujours plus, des gens qui ont besoin d'exister, qui ont besoin d'avoir beaucoup de biens matériels, ils courent après ça. Mais quand on est dans son unicité, en fait, qu'on comprend qu'en fait, il n'y a personne d'autre que nous qui est né dans notre peau, qu'on comprend qu'on est unique, qu'on est forcément important. Notre importance, elle est là parce qu'on est unique. Et quand on a compris ça, en fait, on arrête de courir après son importance. Mais là, d'un coup, on change d'objectif. Et là, le véritable objectif, c'est au service de quoi je dois mettre mon unicité. Et là, on est sur le bon chemin. Donc voilà ce à quoi j'amène les gens, c'est d'être conscient de leur importance à travers justement ce regard qu'ils portent, qui va être nouveau sur eux, donc l'estime de soi qui va être consolidée, de l'amour hein, pour qui on est dans toutes ces parts, le fait de réapprivoiser des parts de soi qu'on a tendance à vouloir cacher ou à mettre de côté. Donc déjà, on se réapprivoise son unicité. Et puis la deuxième phase, c'est maintenant que je sais que je suis unique, en fait, bah, tout ce que j'ai là, tout ce qui vit en moi, c'est au service de quoi je peux le mettre pour pouvoir nourrir cette fameuse mission qui est la mienne. Hmm. J'aime bien quand tu dis dans l'importance de soi, en fait, on est important juste parce qu'on est là déjà, quoi. Sinon, on serait pas là, en fait, tout simplement. Tout simplement, on serait pas là, incarné dans ce corps, quoi. Bien sûr. Donc, si on est là, c'est qu'on est important pour ben, ce grand tout, en fait. Hein. Voilà, moi, je dis cette source, et on est là parce qu'on permet à cette source-là de se vivre à Mm. travers nous. Donc, en effet, après, c'est de se remettre à ce qui est là présent à travers soi, quoi. Ouais, Voilà. Et ouais c'est comme on est en fait moi, j'aime bien l'image du puzzle. Moi, j'utilise beaucoup d'images comme ça, assez concrètes pour que les gens se fassent une idée. Mais quand on fait un immense puzzle, le puzzle, il n'est pas complet qu'il manque un petit bout de personnage, qu'il manque un bout de ciel bleu. Tu vois, il manque un truc. Donc le puzzle, pour qu'il fonctionne, il faut que chacun prenne sa place, en fait. Et si tu veux mettre ta pièce à un endroit qui est pas ton endroit, on voit bien que le pièce du puzzle, même si ça ressemble, elle finit par être en souffrance et le puzzle, il n'est pas joli, en fait. Donc ouais. c'est vraiment que chaque pièce du puzzle apprenne à trouver sa juste place pour que l'ensemble, effectivement, soit le plus harmonieux possible. Ouais.
Moi le parallèle que je fais, la métaphore que j'utilise, c'est aussi dans le principe de l'unicité, c'est cette note unique. Voilà, et donc cette note unique qui participe à la symphonie du monde. Donc, du coup, Ouais. est une note unique et il y a besoin de toutes les notes pour que cette symphonie soit totalement harmonieuse. Et elle est harmonieuse parce que tout le monde est présent. Voilà, et qu'il n'y a pas, Exactement. il y a pas une dissonance. Et encore, même ce mot n'a pas de sens pour moi parce que de toute façon, la dissonance existe dans la musique et produit quelque chose de toute façon qui fait partie de cette harmonie du monde, en fait. Voilà, de cette symphonie du monde même, je préfère Clairement. dire, ouais. C'est Ouais. ton univers, la musique. Moi, je suis pas musicienne, donc effectivement, Mm. mais ouais, c'est complètement ça, effectivement. Ouais. Ouais. Et alors toi, donc, te connaissant, hein, tu as plusieurs, je dirais, canaux et vecteurs d'expression de ce que tu appelles ta mission et de ce que tu as à cœur de mettre en œuvre. Et là, tu viens de sortir une nouvelle œuvre, je dirais, de faire vibrer une nouvelle corde à ton arc, voilà, parce que tu nous partages ton approche de cette spéléologie intérieure dans ce livre qui vient de sortir, Là-haut sur ma Ouais. colline. C'est- Voilà, et on plonge ouais. vraiment justement dans cette spéléologie intérieure. Voilà, j'ai eu la joie de le lire déjà. Et alors, si tu veux nous partager, dire comment ce livre, comment il est né, parce que moi, je trouve que écrire un livre, parce que c'est un roman de fiction, mais pas que, en fait, voilà. Ça reste un Ah, roman de ouais, il y a des mélanges. Oui, oui, tu nous diras ce que tu as mis de toi, peut-être dedans aussi dans ce livre, et les messages que tu souhaites faire passer. Et c'est parce que c'est vraiment, moi je l'appelle un roman initiatique, et il y a des clés merveilleuses qui sont transmises, que les personnes qui vont le lire vont pouvoir aussi s'approprier. Mais je trouve que l'écriture d'un roman, enfin, c'est une initiation en soi, en fait, aussi, je pense. C'est un sacré ouvrage, hein. Ouais. Et une Comment tu en es aventure. arrivé? Ouais, une aventure, ouais. Ah, comment j'en suis arrivée là? Alors ce roman, c'est pas que effectivement le fait de dire ah j'ai envie d'écrire un roman. En fait, c'est une succession. Et c'est là une fois de plus que on voit à quel point la vie elle nous amène les choses au bon moment. C'est une succession de choses. Alors, par quoi commencer? Bah, déjà, quand j'étais petite, cette petite fille, effectivement, bon, moi, j'ai toujours aimé les livres et j'ai toujours été très admirative des gens qui écrivaient. Et j'ai toujours eu en tête d'écrire un livre. Alors, quand j'étais petite, je me rappelle avoir, tu vois, trouvé des titres, mais je trouvais pas d'histoire, en fait. Donc, j'avais écrit, quand j'ai commencé mon activité, j'ai écrit deux guides, hein, dont j'ai perdu ma Mhm. boussole et je retrouve ma boussole, mais qui étaient plus des guides pratiques avec un cahier d'exercice. Et c'est vrai que voilà, ce roman, il était toujours là, et régulièrement, je voyais des trucs, je dis, ah tiens, ça pourrait faire une histoire, ou bien tiens, je pourrais mettre ça dans une histoire, mais c'était pas très très concret en fait. Et à l'époque, je voulais surtout faire de la conférence. Et donc, j'ai fait une formation de conférencière. Et lors de la formation de conférencière, on nous a demandé justement de faire un fil conducteur pour la conférence, qu'on devait donner une courte conférence à la fin de la formation. Et j'ai travaillé donc à ce moment-là, mais une après-midi avec une coach qui était là et je lui expliquais un peu moi ce que j'avais envie de transmettre à travers la conférence. Et donc on a fait un fil conducteur. Et j'ai réussi à trouver un truc, tu vois, justement en lien avec la spéléologie, puisque ben, comme tu le sais dans le livre, il Mhm. y a effectivement ces étapes hein, qui sont franchies avec une thématique à chaque étape. Et en fait, je me suis dit, ah bah tiens, c'est comme s'il y avait un processus en fait qui s'est mis en place. Et je me faisais accompagner à l'époque je me suis fait accompagner au même moment par une coach québécoise qui s'appelle Martine Beaulieu, qui est une femme que j'adore, que je connais depuis des années, qui est une merveille, une femme hyper résiliente et voilà. Et puis moi, je suis très fan des Québécois, donc je suis très heureuse d'aller là-bas me faire accompagner. Et au travers de ce parcours qui est un accompagnement encore pour aller justement encore un peu plus en profondeur moi dans ma nature, bah, finalement, il s'est avéré que j'avais mon livre. Mon livre, je l'avais parce que j'avais construit la trame finalement en construisant la conférence et que finalement, c'était pas une conférence que je devais faire d'abord, c'était un livre et que c'était le livre que je devais écrire. Et à ce moment-là, c'est comme si un petit peu tout avait un peu pris sens et les personnages sont venus très vite.
Je les ai dessinés comme ça. Et alors le lieu, alors là c'est pareil, sur le lieu, tu dis c'est quand même fou. On ne sait jamais trop comment les choses se passent. Si c'est parce que tu vois, ce lieu il est arrivé parce que je l'avais provoqué avant ou parce que c'est parce que je l'avais provoqué que finalement j'ai été le choisir. En fait, le truc c'est que quand j'ai fait de l'initiation à la spéléologie, en fait, dans la forêt de Huelgoat, où se passe en grande partie le livre. Quand mes enfants étaient petits, il y avait eu une initiation à la spéléologie à Huelgoat. Donc ça, c'est un lieu que je connaissais déjà, que j'aimais déjà beaucoup. Et donc, je suis allée faire de l'IA. Donc, je me suis dit, bah, comme je dis que je fais de la spéléologie intérieure, il faut que je Mhm. découvre le lieu. Donc, je suis allée là. Et il y a un passage d'ailleurs où les enfants font cette spéléologie là-bas. Et donc, ça a été déjà le premier truc. Voilà, j'étais ramenée à ce lieu. Et il y a 2 ans et demi, j'ai fait des photos de profil et la photographe, qui est une cliente à moi, me dit ah bah tiens, bah si tu veux, moi je t'emmène, on va aller à Huelgoat faire les photos. Donc je me suis retrouvée de nouveau à Huelgoat, qui est quand même à une bonne heure quasiment de la maison, Mhm. donc dans ce lieu. Donc ça, c'était tu vois, encore des trucs ouf. Et bah forcément, c'était comme une évidence que le lieu, ça devait être là-bas que le livre allait prendre place. Et puis parallèlement à ça, il y a eu aussi comme j'ai ressenti des signes en fait. À un moment donné, j'ai commencé à recevoir des signes. J'avais des plumes sur mon passage et j'avais des signes de mes aïeux, de mes aïeules, surtout de mes grands-mères en fait. Et j'ai fait une prise de conscience. Moi, je porte le prénom de mes 2 grands-mères, donc Marie et Christiane, qui étaient deux femmes extrêmement différentes. Marie, qui était une paysanne campagnarde, une petite, ronde, voilà, qui aimait bien voir du monde, etc. Et Christiane, une femme grande, mince, très solitaire, qui avait pas d'amis, mais qui vivait seule, etc., très discrète. Et, voilà. Et mes grand-mères, elles étaient extrêmement différentes. Et en fait, elles s'adoraient, par contre. À chaque fois, elles avaient énormément d'affection l'une pour l'autre. Et comme je porte leurs 2 prénoms, déjà, j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais vraiment ces 2 parties-là en moi. J'ai ce côté, effectivement, voilà, de voir du monde, de créer, d'être au contact des autres et de partager. C'est quelque chose qui m'anime. Et en même temps, j'ai vraiment besoin de ces moments de solitude, etc. Et je me dis, bah, en fait, c'est comme si je portais un peu ces 2 parts-là. Et puis mes grand-mères, elles étaient surtout ben, nées à une autre époque. Et ma grand-mère maternelle, elle est partie à 12 ans, elle a quitté l'école à 12 ans, elle était l'aînée de la famille, donc il a fallu qu'elle aille travailler dans les champs à l'époque. Et en fait, elle a toujours regretté d'avoir quitté l'école à 12 ans parce qu'elle adorait l'école, elle adorait apprendre. Et c'est une femme qui a écrit. Elle écrivait ses mémoires. Alors, c'était pas Zola, hein, mais elle a toujours écrit. Elle avait des carnets, racontait sa vie, etc. Et à la fin de sa vie, on a même imprimé des extraits de ses carnets qui ont été distribués à ses petits-enfants. Et mon autre grand-mère, bon, elle lisait beaucoup, elle a toujours été très lettrée, etc. Et c'est comme si d'un coup j'ai eu une prise de conscience que j'avais un héritage en fait, quelque chose à transmettre pour elles en leur nom, Mhm. le fait de donner vie à ce livre en fait faisait du sens en lien avec ma lignée, comme si c'est comme une forme de cadeau en fait que je leur faisais, parce qu'elles-mêmes n'avaient pas pu exprimer des parts d'elles-mêmes en fait du fait de leur éducation, de leur cadre de vie, etc. Et j'ai même été voir une de mes anciennes clientes qui s'appelle Christelle, qui est médium, et sans lui dire hein, de quoi il s'agissait, en lui disant bah, je reçois des signes, je comprends pas trop. Là, très rapidement, mes aïeules sont apparues et elle m'a dit ah, bah, je sais pas, elles sont en train de faire ça là, et puis il y a des livres autour et tout. Je dis ok, d'accord. Donc le message était assez clair. Et il y a eu cette phrase qui disait tout. En tout cas, elle rigole là-haut, hein, elle rigole. Et puis elles se disent on va être belle sur la photo. Et en fait, je suis allée chercher une photo d'elle. Je me souvenais très bien que j'avais une photo d'elle, toutes les deux. Et je l'ai mise, elle est dans le livre. À la fin du livre, elle termine les remerciements. On voit la photo de mes 2 grand-mères. Elles sont toutes les deux en train de regarder un livre et de rire ensemble. Et en fait, ce livre, c'était quelque chose que moi j'avais fait. C'était à l'occasion de l'anniversaire de ma mère, où j'avais fait un petit truc un peu rigolo, un petit carnet. Et elles sont toutes les deux en train de regarder ce livre et en train de rire. Donc je me dis, elles sont déjà en train de lire quelque chose qui vient de moi. Donc voilà. Donc c'est comme si la boucle était un peu bouclée aussi. Et je pense que c'est pas anodin tout ça. Donc ça prouve que voilà, ce roman il est chargé bah, ouais, de mon envie et comme une forme de, ouais, de devoir, d'héritage en fait, tu vois. Donc ouais. En tout cas, c'est moi, c'est comme ça que je l'ai vécu quoi. Et du coup, à travers ce roman, qu'est-ce que tu apportes aux personnes? Parce que je sais il est riche quand même d'enseignements en plus pour ces personnes qui pourront peut-être se reconnaître dans l'héroïne qui va à la rencontre
d'elle-même, qui va à la rencontre de ce qui l'anime au plus profond d'elle. Donc du coup, c'est pas genre, presque envie de dire, ouais, qu'est-ce que tu pourrais raconter de ce roman pour donner envie en fait de l'acheter parce qu'en plus moi je trouve il vaut le coup d'être acheté donc ouais. Et d'être lu bien sûr. Ouais, bah, en fait, il y a plein de, je pense que chacun va y prendre ce qu'il a à y prendre. En fait, il y a plein de, il y a plein d'angles de lecture finalement. Il y a déjà se reconnaître dans, bah, quand on, déjà quand on se retrouve, quand on est une mère célibataire, qu'on se retrouve seule avec ses enfants, c'est quand même des phases de vie qui sont compliquées parce qu'il y a tout un équilibre à recréer. Et déjà, rien que ça, je pense que c'est déjà en soi un chemin à faire aussi et puis aussi d'être une mère, mais pas que, parce que, enfin, et c'est là où quand tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a il y a quoi de toi là-dedans? Moi, il y a eu aussi ce questionnement. L'héroïne, à un moment donné, dit, bah, en fait, finalement, à part aller faire le ménage quand mes enfants sont pas là, je suis incapable de répondre à mon besoin. Et moi, j'ai vécu ce truc-là où j'étais tellement dans ma vie de mère, je travaillais, j'avais mes enfants que quand d'un coup mes enfants n'étaient plus là le week-end, ils étaient chez leur papa, d'un coup je me disais mais je ne sais même pas de quoi j'ai besoin quoi. Et ça c'était aussi une grosse claque. Et donc ça j'ai voulu le mettre dans le livre parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent par rapport à ça. Alors il y en a certaines qui s'en rendent compte quand leurs enfants quittent le nid quoi. C'est pour ça qu'on parle du syndrome du nid vide hein, quand les enfants s'en vont d'un coup c'est ah mais par quoi je remplis en fait ce vide-là. Donc ça c'est une première chose, c'est comment apprendre à vivre pour soi en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pour les autres à travers les autres, mais finalement bah, les autres n'ont pas vocation à répondre à leurs besoins, n'ont pas vocation à les rendre heureux eux. Les seules personnes qu'on doit rendre heureux, c'est nous-mêmes. Et c'est parce qu'on a notre propre bonheur et on sait l'aller chercher et l'entretenir qu'on est capable de rendre les autres heureux et de donner le meilleur de soi-même aux autres. Donc c'est ça aussi que j'ai voulu transmettre dans ce livre, hein, c'est que l'égoïsme, c'est pas d'arrêter de penser, d'être uniquement centré sur soi. L'égoïsme, c'est au contraire de pas prendre soin de soi, en pensant que c'est les autres qui doivent nous apporter du bonheur, quoi. Donc c'est déjà, ça c'est un point. Et puis bien sûr, le fait de se dire que on étouffe tous, on a tous des talents, on a tous des choses à l'intérieur de nous qu'on étouffe et qu'on s'autorise pas et qu'on se cache derrière la peur, on se cache derrière des excuses et que finalement la peur elle nous dit pas une fois de plus n'y va pas, la peur elle nous dit juste ok là tu as un truc en face de toi, sois vigilant mais fais un plan quoi. Il y a un plan, trouve ta stratégie, fais-toi un plan et connecte à toi et connecte-toi à toi, à ce qui se passe en toi. Arrête de regarder que ce qui se passe dans ton cerveau. Écoute tes ressentis, écoute tes vibrations, écoute tes émotions et c'est elles qui vont te guider en fait. Euh, et puis aussi, ce livre, c'est vraiment un livre aussi sur les rencontres. Donc, effectivement, l'héroïne, voilà, elle a autour d'elle hein, aussi les bonnes personnes, c'est-à-dire des gens qui connectent, c'est-à-dire que qui ont des valeurs qui résonnent pour elle. Donc, c'est comprendre qu'on est tous effectivement dans cette dépendance, cette interdépendance. Hein, on a tous besoin les uns des autres, et qu'il y a des gens qui tracent, qui croisent notre chemin un jour et qui ben, d'un coup le transforment parce qu'ils ont une vision du monde qui est différente et que d'un coup il y a aussi cette générosité de vouloir bah voilà et qu'on n'a pas besoin de vouloir aider l'autre pour l'aider finalement c'est juste que en étant soi-même qui on est inspirant pour les autres et je crois que c'est aussi une clé hein, parce que dans le roman oui il y a le guide hein, il y a Milo qui est ce spéléologue intérieur mais il y a d'autres personnages autour et ces autres personnages ils sont juste eux en fait dans leur nature et c'est cette nature qui est belle et qui donne envie bah, qui envoie des leçons en fait et des enseignements. Donc, donc voilà, donc en fait il y a plein d'angles, il y a plein de manières d'aller chercher. Ouais. Effectivement, il est assez, enfin, j'y ai mis beaucoup de choses, donc c'est vrai qu'il est riche. Chacun y trouvera, en tout cas, j'espère, ce qui est bon pour lui, tout au moins. Par exemple, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé également, c'est comment quand l'héroïne elle-même, donc elle change le regard qu'elle porte sur elle, elle va du coup, du même coup, changer le regard qu'elle porte sur ben, les personnes de son entourage et notamment ses collègues. Et tout Mhm. d'un coup, elle va découvrir en fait toute aussi l'humanité, la vulnérabilité qu'il y a
chez ses collègues qu'elle n'appréciait pas ou qu'elle pouvait voir même détester et qu'elle considérait comme exécrable et qui venait lui pourrir la vie, tout d'un coup, en étant ayant elle vécu sa transformation, elle découvre en fait la personne humaine qui est là derrière cette collègue qu'elle trouvait Mm. exécrable alors jusque-là, quoi. Et ça, je trouve ça aussi en fait très beau parce que c'est ça, c'est vraiment quand on change ce regard sur nous, enfin quand on se découvre soi et qu'on on s'autorise en effet à être totalement soi-même, c'est en fait comme on change notre regard, tout notre regard change sur notre l'entourage qui est là autour de nous, enfin, ces personnes qui sont autour de nous et que finalement, il y a plus que l'amour qui reste, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Il n'y a plus que l'amour qui Et reste. c'est Mm. ouais. Et c'est Mm. le cœur du livre, en fait. En Ouais. fait, le livre, c'est ça que j'ai voulu transmettre, quoi. C'est que finalement, il n'y a rien de plus fort que l'amour, Mm. mais que ça démarre par l'amour de soi. Mm. Et que, effectivement, quand on change le regard qu'on se porte à soi, quand on apprend à s'aimer vraiment pleinement, on ne peut que être dans l'amour des autres. Parce que les autres sont nous, parce qu'il y a des effets miroirs tout le temps, parce Mm. que ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est des choses qu'on refuse de voir en nous, Mm. parce que ce qu'on admire chez les autres, c'est des choses qu'on a aussi en nous et qu'on s'autorise peut-être pas à exprimer. Et donc vraiment la source, elle est toujours là, elle est toujours à l'intérieur. Ouais. Alors ça me fait rire parce qu'effectivement je tiens ce discours aujourd'hui et qui a été le discours que j'ai entendu avant et que j'essayais d'intégrer et maintenant ça me Mm. semble tellement une évidence aussi. Ouais. Et je pense qu'effectivement la spéléologie intérieure, elle amène à aller vraiment à l'intérieur dans son ventre et à se dire, mais en fait, je suis fière de m'aimer, je m'aime et je suis fière de m'aimer, en fait, parce Mm. que je sais que c'est le meilleur moyen d'aimer les autres et d'être bien avec le monde, en fait. Mm. Et par rapport au titre, parce il a un sens aussi, ce titre là-haut sur ma colline, et tu as, des choses à développer autour de cette colline, justement. Qu'est-ce qu'elle Ouais. représente, cette colline, en fait? Justement, cette colline, alors ça, c'est Mm. une image. Alors, je vais lui rendre hommage. Alors, j'ai mis son nom aussi dans les remerciements. Elle le sait pas, hein, mais à ma prof de PNL justement, qui était la première personne finalement qui m'a ouvert à cette connaissance autre. Et elle a démarré justement en nous expliquant donc que nous étions tous en fait en haut de notre propre colline, qu'on regardait toujours le monde sur notre colline en fait. Et alors elle partait d'un exemple que dans l'Antiquité, quand il y avait un combat entre deux comment dire, entre deux clans en fait. Il mettait des théoros en haut de quatre collines et en fait, dans la plaine au centre en fait se passait le camp. Et pour déterminer qui était le gagnant, les théoros en fait se rassemblaient. Les théoros, c'est des observateurs en fait, se rassemblaient pour exprimer qu'est-ce qu'ils avaient vu chacun de leur point de vue. Et en fait, l'idée c'est que on est quasiment 8 milliards d'habitants, enfin de personnes sur Terre, et qu'en fait, il y a 8 milliards de Mm. collines. Tout simplement parce qu'il n'y a personne qui est né dans notre peau, il n'y a personne qui a eu exactement la même vie que nous, et même nos frères, nos sœurs, ils ont pas la même vie que nous, c'est pas Mm. possible parce qu'ils n'ont jamais vécu les choses exactement comme nous, on les a vécues. Donc, quand on connaît ça, on comprend que notre colline, de là où on voit le monde, elle est unique, et que notre réalité, elle est unique, mais qu'elle est ok et qu'elle est bonne, mais qu'elle est aussi valable que la colline des autres aussi, forcément, qui ont eux-mêmes leur vision. Et notre colline, elle est faite de nos fonctionnements, de nos valeurs, notre éducation, de nos croyances, de notre origine sociale, de nos expériences de vie. Et donc, ça fait une colline qui est unique. Et quand on comprend ça aussi, on se dit, OK, je vais arrêter de penser que ma colline est la seule bonne, que j'ai Mm. raison. Ben non, parce que la vue que j'ai de ma colline, elle est OK. Mais l'autre, quand il me dit qu'il voit autre chose, eh ben, il n'est pas sur la même colline que moi, donc c'est OK aussi, quoi. Mm. Maintenant, c'est comment on se rencontre quand on a des collines différentes, tu vois. Et ça, c'est possible aussi. Déjà, si on s'ouvre à la possibilité que les autres, ils sont dans cette différence et que c'est OK, et que c'est leur réalité, que ça se respecte, là, on est forcément dans une autre dynamique aussi relationnelle. Moi, je m'intéresse beaucoup enfin, je forme beaucoup sur la communication aussi, et ça crée de la dynamique relationnelle. C'est en gros, c'est où on a envie de regarder ensemble et où on a envie d'aller ensemble, en fait, dans la relation aussi. Donc, Mm. ça veut dire que c'est quel pas on doit faire l'un vers l'autre et quelle acceptation on doit faire de l'autre aussi pour aller dans la même direction. Mm. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans la relation à l'autre, c'est aussi une relation à soi. En fait, c'est qu'est-ce que, en fait, quelle relation avec moi je veux entretenir dans la relation que j'ai avec l'autre aussi, quoi. Exactement, ouais. Mm.
très juste, ouais. Mm. Mm. Merci, merci beaucoup, Swazik, pour cet Ça fait plaisir, vraiment, Catherine. entretien et cette entrevue très très riche. Et je Merci à voudrais, toi d'avoir offert cette opportunité, effectivement, de ouais, parler pour la première fois de mon livre. En tout cas, voilà, maintenant j'espère qu'il va toucher le cœur des gens. Moi, j'ai envie qu'ils repartent avec. Moi, j'ai envie qu'ils vivent des belles émotions à travers ce livre. mm, Euh, il y en a différents types, hein. Il y a beaucoup, voilà, il y a de la joie, il y a de l'émotion plus profonde aussi, et surtout, bah, il y a beaucoup d'amour. Donc j'espère qu'ils vont repartir avec à la fin du livre, en tout cas, avec le cœur gros, le cœur rempli, et puis qu'ils sauront, voilà, en prendre un petit peu, prendre de la matière pour eux, pour pouvoir aussi oui, continuer sur ce chemin vis-à-vis d'eux-mêmes. Mm. oui, j'ai envie de dire avec cette envie de se découvrir et dans se découvrir soi, mais tu vois, même découvrir, j'entends enlever quoi, enlever les couches qu'on Ouais, peut avoir pour se montrer totalement au monde avec ses talents et offrir ses talents au monde. Parce ouais. que, ouais, Ouais, ouais. enfin, moi, je trouve que dans mon travail de coach, en tout cas, c'est vraiment ce qui me rend le plus heureuse, c'est de voir les gens se révéler. C'est vraiment une révélation, hein. J'avais encore une cliente hier, euh, et, Mm, et elle est plus la même. Enfin, enfin là, elle rayonne, elle avait ça en elle, sauf qu'effectivement, elle le fermait, elle le protégeait un petit peu, quoi, parce mm, qu'il y avait, voilà, une histoire difficile, parce qu'il y avait tout un tas de choses. Et là, elle est dans une espèce de au contraire d'ouverture, d'expansion, et il y a quelque chose d'incroyable qui se dégage en fait. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux quand on arrive à quand les gens voilà s'autorisent en fait pleinement, bah, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à l'extérieur. Donc et ça, c'est très très beau. Donc je souhaite à tout le monde. mm. Et quel serait le dernier message que tu voudrais transmettre aux personnes qui écoutent, en plus de tout ce que tu as déjà dit au cours de l'entretien? Mais là, pour clôturer, je dirais, pour clôturer cette entrevue, quel serait ton dernier mot pour ceux qui écoutent? N'ayez pas peur de votre vulnérabilité. Hmm. N'ayez pas peur de votre vulnérabilité. Parce que votre vulnérabilité, si vous l'acceptez, c'est votre plus grande force. Ouais, oui, exactement, exactement. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Merci à toi, Swazik. Catherine. Voilà. Et on vous souhaite une belle journée, et plein de belles choses à venir, à découvrir de vous-même. Et on se retrouvera dans un nouvel épisode d'Entrevue inspirante. Merci, Catherine. À bientôt. Mm.